Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Smart Tech. On est jeudi, on va démarrer avec l'actu du mobile. Il y a dans les cartons un nouveau, pas un nouveau SMS, un successeur du SMS qui est en préparation depuis très longtemps du côté des opérateurs. Et selon Jérôme Bouteiller, ce serait tout proche de sortir en France. On en parle, il s'appelle, je vous le dis quand même, il s'appelle le RCS et on en parle dans la séquence mobile business dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va adresser un sujet qu'on n'a pas encore pu traiter, je crois, ensemble. Il s'agit des assurances contre les cyber-risques. Alors c'est un sujet qui se pose de plus en plus aux entrepreneurs, aux dirigeants de grandes entreprises. Faut-il ou non adopter ce système d'assurance contre les risques de cyberattaque? Combien ça coûte? Quelles sont les garanties? Et puis du côté des courtiers, est-on capable finalement de faire face à l'explosion des menaces? Donc ce sera le sujet du Tech Talk aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le monde du livre. Ce sera l'occasion de revenir sur une personnalité marquante de ce monde de l'open source. Il serait à l'origine du cloud, en tout cas c'est Jean-Paul Smets qui nous en fera le portrait, nous expliquera pourquoi selon lui c'est une personne qui a posé les premières briques de ce cloud. Et puis on terminera avec une innovation, on va découvrir un robot sauveteur nageur. Il sera peut-être notre meilleur compagnon demain lors de nos baignades estivales. Mais tout de suite, place au mobile business. C'est l'heure de notre séquence mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, qui va nous parler donc de ce qui est dans les cartons des opérateurs, mais aussi de Google. Il s'agit d'un nouveau standard qui pourrait révolutionner le monde du micro-message. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Alors effectivement, près d'un quart de siècle après la création du SMS, ce canal reste apprécié par les marques, mais les utilisateurs ont effectivement tendance aujourd'hui à un petit peu s'en détourner. Selon une étude réalisée au printemps dernier par l'ARCEP, le volume de SMS baisse depuis 2015 d'environ 7% par an, avec des utilisateurs qui se tournent clairement vers des messageries plus modernes, comme WhatsApp, dont l'audience a doublé quasiment en à peine 3 ans en France. Alors les opérateurs, évidemment, ils ont conscience du problème et ils préparent déjà l'après-SMS avec le RCS, le Rich Communication Service. Rich, donc RCS, ce serait un SMS enrichi. Tout à fait. Il y aura deux principaux enrichissements. Le premier, les côtés multimédia, donc fini les simples messages textuels, comme avec le SMS. On va pouvoir mettre des émoticônes, des images animées, des GIFs, des plans, des QR codes, des vidéos. Donc il y aura vraiment une dimension multimédia à ces messages. Le deuxième enrichissement, c'est en matière d'interactivité. On va pouvoir voir quand quelqu'un nous écrit un message. On va pouvoir avoir des communications de groupe, comme le font déjà la plupart des messageries OTT du marché. Et le RCS permettra également des interfaces un petit peu plus sophistiquées, comme des carousels ou des boutons actions qui vont intéresser les marques. Donc, il va y avoir une version business du RCS? Tout à fait. Les opérateurs ont conçu une version qui s'appelle le RBM, RCS Business Messages, qui va offrir des fonctionnalités avancées, comme le paiement, la vérification de l'émetteur, la personnalisation de l'interface, mais surtout des statistiques sur les taux d'ouverture ou les taux d'interaction. Le RCS va pousser les marques, d'ailleurs, à basculer d'une logique de notification à une véritable culture de la conversation, en s'appuyant au besoin sur un chatbot pour automatiser la relation avec les clients. Et combien ça va coûter? Alors, il faut distinguer donc notification et conversation. Alors, tout comme le SMS, on pourra donc envoyer des messages promotionnels, donc un one-way, avec un tarif sans doute un peu plus élevé qu'un SMS, entre 5 et 10 centimes. Et puis, il y aura donc aussi cette logique de facturation à la conversation, avec sans doute des sessions illimitées, avec là un tarif qui sera sans doute le double, proche des 10 centimes. Pour les marques, ce canal va donc être plus cher que ce qui a pu être déjà fait dans le passé, mais les opérateurs parient sur ces excellentes performances, ils parient sur le fait que les conversations vont améliorer les taux de conversion pour assurer la rentabilité de ce canal. Et a priori, pour les utilisateurs, juste cette précision, ce sera le même tarif qu'un SMS, sera inclus dans les forfaits. Normalement, oui. Bon. Ce sera un standard aussi universel que le SMS? Alors, oui, le RCS aujourd'hui est soutenu par la GSMA, la puissante association qui réunit tous les opérateurs du monde entier. Et aujourd'hui, c'est un standard qui est lancé partout dans le monde. En France, par exemple, ces dernières semaines, SFR, Bouygues Télécom, Orange ou Free ont annoncé la compatibilité de leur réseau avec le RCS. Mais c'est surtout une technologie, vous le disiez en introduction, qui est soutenue par le puissant Google et qui est depuis 2 ans compatible avec Google Message, l'application de messaging présente par défaut sur les smartphones Android. Et même Samsung, qui a son propre logiciel
logiciel sur ses propres smartphones Android est désormais compatible RCS, et donc les nouveaux modèles de smartphones Samsung sont compatibles avec cette techno. La seule interrogation, elle concerne Apple, dont le client de messagerie iMessage aujourd'hui est compatible SMS, mais on ne sait pas encore quelle sera la position d'Apple vis-à-vis du RCS. Alors les opérateurs sont quand même rassurants, ils rappellent qu'il y a la fonctionnalité fullback, et donc tous les smartphones qui ne seraient pas compatibles avec le RCS recevront par défaut des SMS. Et alors vous voyez un futur succès pour ce RCS ? Alors en tout cas la GSMA qui réunit les opérateurs est assez ambitieuse. Elle revendique déjà 500 millions d'utilisateurs pour ce canal, notamment dans les Amériques, et elle vise le cap des 2 milliards d'utilisateurs à l'horizon 2024. 2 milliards, c'est le nombre d'utilisateurs actuels de WhatsApp, qui est l'application de messaging la plus populaire dans le monde. Et dans l'univers Android, oui, je pense que le RCS a un énorme potentiel et il pourrait bousculer les messageries privées, qu'elles soient américaines, chinoises ou russes, d'autant qu'il va s'appuyer sur le numéro de téléphone mobile. Il n'y aura pas besoin de créer un compte, ça sera disponible nativement sur tous ces environnements. Donc oui, je pense que ce sera un succès, à minima sur Android. Et puis pour les marques, ça sera un environnement quand même extrêmement complet. On pourra faire de l'acquisition, du commerce, de la conversion et puis de la fidélisation, tout ça sur un logiciel natif, et ça pourrait sans doute faire de l'ombre au web ou aux applications. Pour les marques, ça pourrait être intéressant. Ça dépend quand même des tarifs. On a vu que ça pourrait être assez élevé finalement pour elles. Donc à voir. Et puis surtout, on attend la date de sortie. À la rentrée. On en reparle avec... On en reparle à la rentrée, Jérôme. OK, on enchaîne avec de nouvelles informations sorties du Mobile World Congress, qui se tenait donc en comité restreint cette semaine à Barcelone. Oui, alors pas beaucoup d'annonces, j'en ai retenu 3. La première, c'est l'accélération du calendrier sur la 5G+. Vous savez, cette 5G qui s'appuie sur les ondes millimétriques, des ondes parfois un petit peu controversées. Alors les équipementiers, évidemment, proposent leurs antennes, mais on a commencé aussi à voir les premières puces qui ont vocation à équiper les smartphones. C'est Qualcomm qui a présenté un modèle qui devrait être fabriqué à partir de la fin de l'année, qui pourrait donc logiquement équiper les premiers smartphones à l'horizon 2022 et donc atteindre peut-être des débits de l'ordre du gigabit par seconde, ce qui est absolument colossal. On parle de même 2023 plutôt pour avoir de la vraie 5G en France. Bon, il faudra patienter encore un peu. On a aussi parlé du Li-Fi, qui est ce Wi-Fi qui se diffuse par la lumière. Oui, c'est la start-up française OLEDcom qui a présenté une micro-puce suffisamment compacte pour installer le Li-Fi dans les smartphones, mais également les tablettes ou les ordinateurs. Et donc, effectivement, contrairement au Wi-Fi ou à la 5G qui repose sur des ondes radio, le Li-Fi, ce sont en fait des impulsions lumineuses, des ondes lumineuses. Et donc, c'est une technologie qui est a priori moins dangereuse et qui pourrait être utilisée dans les environnements où les ondes radio sont interdites, comme les hôpitaux, parce que ça perturbe le matériel médical. Donc, un gros potentiel aussi pour cette technologie qui arrive dans les smartphones. On termine avec un t-shirt connecté qui est signé ZTE. Ouais, ZTE, c'est un équipementier chinois, un concurrent de Huawei, qu'on connaissait plutôt pour ses réseaux, pour ses smartphones, et qui a présenté un prototype de t-shirt, effectivement, bardé de capteurs, qui va être capable de mesurer la température corporelle ou le rythme cardiaque et remonter des données de santé dans le cloud par la 5G. Alors, le Mobile World Congress, cette année, comme l'année dernière, a été extrêmement perturbé par le Covid, mais on sent que les questions de santé, les questions médicales pourraient être un gros relais de croissance pour l'ensemble de l'industrie tech et télécom. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile, pour tous ces éclairages chaque semaine sur l'univers business autour de la téléphonie mobile. C'est l'heure de notre talk, on va parler de cyberassurance. L'assurance contre les cyberattaques, contre les risques cyber. Que faut-il savoir à ce sujet? Quels sont les prix, les primes de ce marché qui est encore très jeune finalement? On en parle avec Olivier Pantaléo, qui est directeur général d'Almonde, acteur majeur français, indépendant de l'audit et du conseil en cybersécurité, en cloud et infrastructure, et également avec nous, Philippe Cotel, risk manager d'Airbus d'Airbus Defence and Space, qui est donc la division militaire d'Airbus. Vous êtes également vice-président de la FERMA, la Fédération européenne des associations de risk management, et administrateur de l'AMRAE, l'association pour le management des risques et des assurances de l'entreprise. Alors, bonjour. L'AMRAE a publié Lumière sur la cyberassurance. C'est la première étude, finalement, qui va nous donner des chiffres vus des entreprises françaises sur la souscription d'assurance cyber, sur les garanties et les indemnisations. Donc, on va en apprendre beaucoup avec vous. Mais j'avais déjà une première question. Qu'est-ce qu'on met sous le terme déjà de cyberassurance? Alors, merci de votre invitation. L'assurance cyber, c'est un couple de deux aspects. Un aspect service, c'est-à-dire que l'assuré qui subit une attaque peut bénéficier, grâce à l'assurance cyber,
d'une offre de service un accès à des experts de technique, communication, juridique, qui vont lui permettre de remettre son entreprise sur les rails le plus vite possible. Donc c'est l'équivalent d'un assureur classique, mais qui va prendre en charge les problématiques de cyberattaque et de cybercriminalité. L'accès à ces expertises-là est compliqué. Et pour des entreprises qui n'ont pas ces ressources, évidemment, avoir un service qui va leur permettre d'avoir un accès direct et immédiat à ces ressources-là est absolument essentiel. Et je dirais que, pour une fois, c'est vraiment sur cet aspect, assurés et assureurs ont une vraie communauté d'intérêt. Parce que pour l'assuré, évidemment, il faut réduire son sinistre le plus vite possible, mais pour l'assureur aussi. Mettre en place ces ressources va permettre de réduire aussi le montant du sinistre. Parce que le deuxième aspect, évidemment, les plus classiques, c'est l'indemnisation financière post-crise sur les impacts financiers que l'entreprise a subis. Alors pourquoi on prend une assurance en général? C'est parce qu'on est conscient d'un besoin, donc on serait conscient des risques qu'on encourt. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une maturité des dirigeants sur les questions de cybersécurité? Alors aujourd'hui, la maturité est de plus en plus importante du fait du contexte de la crise sanitaire. Donc on voit une recrudescence des cyberattaques. La presse en parle quasiment au quotidien. Donc les assureurs, les banques, les institutionnels, les entreprises elles-mêmes vis-à-vis de leurs fournisseurs mettent de plus en plus de pression sur les risques cyber. Pourquoi ? Parce que avec la crise, les entreprises ont pris, pour celles qui ne l'avaient pas encore fait, le virage du digital. Donc les systèmes d'information sont omniprésents et tout s'appuie sur le système d'information. Et donc de ce fait, les dirigeants n'ont pas d'autre choix que de prendre conscience de ce risque. Donc ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au fait de la situation. Et encore mieux, c'est que dans leur entourage, ils ont forcément des collègues, des entreprises collègues qui ont été victimes d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque et d'une crise. Donc c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc on peut plus faire abstraction de ce risque au sein de l'entreprise. On ne peut pas, mais on ne fait plus abstraction de ce risque? Non, on ne fait plus abstraction de ce risque parce que si on prend une direction financière, vis-à-vis de la direction financière, le risque cyber fait partie du top 3 des risques. Sur certaines études, c'est le premier risque. Et donc, ils sont tous conscients, et d'où la pression des banques, des institutionnels, des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs. Ils sont tous conscients, dans le contexte, sur des secteurs d'activité qui peuvent être en difficulté, qu'une cyberattaque serait une double peine. Donc, ça peut engendrer l'arrêt. Donc, si on part du principe que ça y est, la prise de conscience est là, on devrait voir exploser ce marché de la cyberassurance. Quels sont les grands enseignements de l'étude de Lamrae dont j'ai parlé en introduction? Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi nous avons fait cette étude-là. C'est parce que le retour que nous avons eu de la part de nos membres, c'est que les derniers renouvellements des programmes d'assurance cyber ont été extrêmement difficiles et que le dialogue entre assurés et assureurs avait beaucoup de difficultés à se mettre en place de manière rationnelle. Donc ça, c'est plutôt étonnant, a priori. On vient de dire qu'on a une augmentation des cybermenaces, qu'il y a une prise de conscience générale, et pourtant, ça ne se passe pas si bien, c'est pas fluide aujourd'hui sur la question de la cyberassurance. Ce n'est pas fluide parce que le risque cyber a un déficit de données fiables. Et ce déficit de données fiables entraîne des réactions qui peuvent être irrationnelles, émotionnelles, et cette irrationalité, elle nuit à l'ensemble d'un dialogue constructif entre assurés et assureurs. Sur quoi ça pêche? Alors ça pêche sur, effectivement, quel est l'impact financier des attaques cyber? Comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer réellement quel est l'état du marché de l'assurance cyber, de façon à ce qu'on puisse constater si les réactions que l'on voit sur le marché sont liées à un phénomène local ou à un véritable problème de fond. C'est vraiment ça qui nous a motivés à créer cette étude, de façon à avoir enfin une référence pour l'ensemble des acteurs, risk managers, courtiers et assureurs, de façon à avoir sur cette base-là un dialogue constructif qui prend en compte les réalités du marché ainsi que les réalités propres de chaque entreprise. Alors moi, ce que j'ai noté, là, 87% des grandes entreprises ont déjà souscrit une assurance cyber. C'est énorme. Alors, vous parliez de prise de conscience. Oui, la prise de conscience, on la mesure sur les grandes entreprises, celles au sens de l'INSEE qui sont avec un chiffre d'affaires plus d'1,5 milliard. Donc 87% d'entre elles souscrivent une assurance cyber. Ça, c'est plutôt bien. Ça montre effectivement cette prise de conscience
pour les grandes entreprises qui ont malgré tout le plus de ressources et je dirais peut-être l'assemblage de compétences qui leur permet de prendre conscience de ces phénomènes-là. Néanmoins, il y a un vrai bémol, c'est que ces grandes entreprises, je rappelle plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires et parfois plus de dizaines de milliards de chiffre d'affaires, souscrivent en moyenne en France une garantie de l'ordre de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, c'est très peu. Si on a en tête les différents sinistres que l'on voit et qui ont fait les journaux. Et ça c'est un motif pour nous, en tant qu'Amarais, de vraiment réaffirmer vis-à-vis de ces entreprises-là le besoin de mieux comprendre leur exposition financière face au risque cyber, qui s'est accru avec le Covid, parce que la digitalisation, elle s'est accrue, et aujourd'hui, ces entreprises sont de plus en plus dépendantes du digital, et de fait, ont une exposition financière qui va croître. Ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément convaincues de l'apport que peut avoir une assurance contre le cyber-risque. Comment vous interprétez ça ? Alors, aujourd'hui, effectivement, je pense que les chiffres le démontrent. Je pense que malgré la prise de conscience, les dirigeants, surtout pour les PME et les ETI, on a vu une couverture importante sur les grands groupes. La couverture est moindre, effectivement, sur les PME et sur les ETI. Les dirigeants ont tendance à mettre le sujet en haut de la pile et faire confiance. Ils ont une confiance aveugle dans leur IT et dans les personnes qui gèrent la sécurité de l'information ou qui gèrent le système d'information. Et donc, quand on échange avec eux, ils nous expliquent qu'ils ont fait tout le nécessaire pour se protéger. Et donc, cette confiance joue contre le dirigeant et est une réelle opportunité pour les attaquants. Donc, il y a cette prise de conscience. Ceci étant, cette confiance aveugle en la technique, ou pour certains d'entre eux, souvent on me dit on n'est pas la NASA, on n'est pas la défense, la nature de la donnée qu'on manipule au sein du système d'information n'est pas très, très confidentielle. Donc pourquoi ils viendraient chez moi plutôt que dans des grands groupes ou à la recherche d'informations sensibles ? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, tout a une valeur marchande. Donc, quelle que soit la data, quelle que soit la donnée, si l'attaquant arrive à récupérer de l'information, des données à caractère personnel sur le poste de l'utilisateur, il va être capable de la monétiser. Aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité juridique vis-à-vis de ces données. Et complètement, il y a une responsabilité juridique. En cas de sinistre, en cas de cyberattaque, c'est leur responsabilité qui est engagée. Sans compter le fait que une cyberattaque peut complètement paralyser l'entreprise. Et donc rendre inopérante l'entreprise sur son métier, incapacité de facturer, incapacité de commander, la logistique complètement bloquée. Et donc c'est en ça qu'il est, pour nous, je pense, pour moi, essentiel, pour une entreprise, de s'assurer. Alors, il y a effectivement, c'est peut-être cette question de confiance, mais il y a peut-être aussi une question de défiance vis-à-vis du cyberassureur. Est-ce qu'il pense être suffisamment indemnisé lorsque arrive une cyberattaque, par exemple ? Qu'est-ce que vous avez comme chiffre sur l'indemnisation ? Alors, effectivement, on a parlé de très grandes entreprises, mais effectivement, il faut aussi parler des entreprises moyennes, des ETI, celles qui sont entre 50 millions et 1,5 milliard. Et là, notre étude montre que seulement 8% d'entre elles souscrivent une assurance cyber. Donc vous parliez de défiance. Là, est-ce que c'est une défiance ou est-ce que c'est une ignorance de la manière d'utiliser cet outil-là ? Aujourd'hui, ou une question de budget, d'où ma question sur l'indemnisation. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une assurance ? Alors, l'indemnisation, elle fonctionne. Aujourd'hui, les chiffres que l'on a sur le marché de l'assurance cyber, c'est qu'entre 2019 et 2020, le ratio perte sur prime a presque doublé. On est passé de 84% d'indemnisation, qui est plutôt un bon chiffre pour les assureurs, à près de 170%. 170%, ça veut dire que les assureurs perdent beaucoup d'argent aujourd'hui sur l'assurance cyber. Les indemnisations, elles ont presque triplé entre 2019 et 2020. On passe de 70 millions d'indemnisations à près de 210 millions. Ça, c'est aussi un signal très fort qui correspond effectivement... Et les primes n'ont pas triplé ? Alors, les primes, elles ont probablement plus que triplé, mais on peut mieux le comprendre lorsque le loss ratio est si fort. Oui. Effectivement, on a un déficit d'équilibre de marché. Ce déficit d'équilibre de marché, c'est les données de notre étude, elles expliquent beaucoup mieux aujourd'hui la réaction extrêmement forte de la part des assureurs aujourd'hui sur 3 aspects: la tarification, les franchises et les limites de couverture. Et effectivement, c'est là où on a aussi, en tant qu'Amarais, un signal un petit peu d'alerte
face à ce phénomène-là. Pourquoi ? Parce que 2020, on a eu un triplement des indemnisations. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, seulement 4 sinistres. 4 sinistres, ça fait 2% de l'ensemble des sinistres subis. C'est-à-dire seulement 4 sinistres. 4 entreprises ont subi un sinistre. Oui. L'ensemble de ces 4 sinistres-là fait 130 millions d'indemnisations. 130 millions d'indemnisations, c'est 2 fois la totalité des indemnisations de 2019. C'est les 2 tiers des indemnisations de 2020. Cela veut dire, et 130 millions d'indemnisations, c'est à peu près le niveau total des primes du marché français. Ça, c'est un vrai signal d'alerte. Ça veut dire que les sinistres sont de plus en plus sévères. Oui. Ce qui correspond bien effectivement au fait que ces entreprises sont plus dépendantes du digital et donc un impact cyber va coûter plus cher. Donc ces sinistres sont plus sévères et cette sévérité-là, elle entraîne une plus grande volatilité, une plus grande instabilité du marché. Et c'est cette volatilité et cette instabilité-là qui est un vrai souci pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, elles sont digitales aujourd'hui. Elles sont digitales demain, elles seront digitales dans 10 ans. On ne va pas revenir au papier-crayon. Donc le risque cyber d'aujourd'hui, ce sera un risque cyber de demain et un risque cyber dans 10 ans. On aura besoin d'une assurance cyber dans 10 ans. Et donc on a besoin d'avoir une visibilité, une prédictibilité, une stabilité sur l'ensemble de cette offre-là pour l'ensemble des entreprises. On n'a pas parlé des collectivités aussi et des administrations. Vous travaillez aussi avec elles ? Tout à fait. En fait, on le voit au quotidien dans la presse, ça touche tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et les collectivités. Parce que moi, quand j'assiste à des conférences sur la cybercriminalité, j'adore ça, ça m'intéresse beaucoup, je suis à chaque fois frappée d'entendre dans la salle des responsables de sécurité des systèmes d'information qui disent « Oui, c'est super tous les conseils que vous nous donnez, mais nous, juste, on n'a pas les moyens ». Alors, pour répondre à la première question, effectivement, les collectivités locales, comme les autres, sont particulièrement touchées. Et après, alors, on a face à nous des attaquants qui sont prédictibles. Donc, ils ont un terrain de jeu qui est juste considérable. Et donc, ils utilisent peu ou prou toujours les mêmes méthodes. Donc, le fait qu'ils soient prédictibles, ça donne aux défenseurs la capacité à mettre les points de contrôle ou à opérer une démarche ou une stratégie de cyberdéfense adaptée. Donc oui, ça peut coûter de l'argent. Ceci étant, rien que le fait de mettre en œuvre une hygiène informatique, une hygiène sécurité sur la façon dont l'entreprise travaille, la façon dont les collaborateurs travaillent au sein de l'entreprise, parce que le premier problème, le maillon faible, il est très souvent entre l'écran et la chaise, donc parce qu'on a des comportements qui sont inadaptés, on va se créer des comptes sur des applications personnelles avec ces informations professionnelles, toutes ces bases, elles fuitent, on vient de le voir avec LinkedIn qui a subi là on va dire une cyberattaque très conséquente, avec une grosse fuite d'informations et de données à caractère personnel. Toutes ces données, elles circulent sur Internet. Et donc les attaquants, pour eux, c'est une aubaine, ils reprennent ce type d'informations et ils s'en servent pour pénétrer les systèmes d'information des entreprises. Donc oui, ça a un coût. Ceci étant, rien que le fait de mettre en œuvre une certaine hygiène, de respecter certaines règles, permet à l'entreprise d'augmenter son niveau de sécurité, son niveau de maturité, et donc potentiellement de décourager l'attaquant. Il y a encore donc, du chemin à faire sur l'acculturation. Il y a beaucoup de chemin à faire sur l'acculturation, et il faut en gros s'adapter. Donc il faut adapter la stratégie de défense aux menaces. En termes pour revenir sur le sujet de l'assurance et du problème du budget, combien ça coûte une assurance ? Est-ce qu'il y a des offres spécifiques pour les collectivités ou les administrations ? Alors, typiquement, une prime d'assurance cyber, elle se calcule en pourcents. C'est-à-dire qu'on garde un capital que l'on va couvrir. Et ce capital-là va être affecté à une prime qui peut être entre 1, 2 ou 3, 4% par an. C'est ça l'ordre d'idée. Donc, pour être très concret, donc, si on va couvrir 1 million d'euros, eh bien, on va payer 10 000 euros de prime. C'est à peu près ça l'idée. Alors, aujourd'hui, les primes augmentent. Après, il y a une concurrence sur le marché. Il y a une prime augmente, mais effectivement, ce que l'on voit sur notre étude, c'est que les taux moyens de primes appliqués sur les grandes entreprises étaient en 2020 de l'ordre de 1% par an. Pour les ETI et les PME, la prime moyenne, le taux moyen était de l'ordre de la moitié, 0,5-0,6%. Ce qui veut dire que pour les ETI qui ne s'assurent absolument pas, ou très peu, 8%, et pour des couvertures limitées, 8 millions d'euros, elles ont aussi accès à des tarifs qui sont plutôt attractifs, qui étaient plutôt attractifs l'année dernière.
Et je vais revenir à ce qu'aujourd'hui on pressent sur 2021. D'accord. Mais c'est donc pas un sujet d'offre d'assurance pour les ETI et PME. Le vrai sujet, c'est une véritable demande et faire en sorte de prendre conscience qu'effectivement, il y a Et des pour les budgets. collectivités? Et pour les collectivités, le constat est encore pire. C'est-à-dire que les collectivités publiques, qui sont exposées, les hôpitaux, les agglomérations, on le voit bien dans la presse, elles sont attaquées. Bien sûr. Mais elles ne savent pas utiliser cet outil-là, ou elles l'utilisent relativement maladroitement. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet de dire il faut développer une politique de gestion de risque globale, et il faut avoir dans cette politique de gestion de risque globale l'outil assurance comme étant le dernier maillon de la chaîne après l'identification, la prise de conscience, la prévention, comme le disait Olivier, la mise en place de ces politiques de sécurité et d'hygiène qui nécessitent un investissement, c'est clair. Mais l'investissement dans la digitalisation a été fait face à un certain nombre d'opportunités. Eh bien, ces opportunités-là, elles entraînent également une exposition. Et en fait, c'est cet investissement-là qu'il faut comprendre comme étant non pas juste un coût, mais un véritable investissement dans une relation de confiance qui est indispensable entre les différents partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on souscrit une assurance de dire finalement c'est bon, ma cybersécurité est assurée? Alors c'était un peu effectivement. Est-ce que vous le constatez dans les entreprises où vous vous rendez? Les choses évoluent, ça a été effectivement un constat. L'entreprise avait tendance, pour celles qui souscrivaient à l'assurance cyber, de transférer l'ensemble du risque. Et les contrôles qui étaient opérés par les assureurs ou par les courtiers spécialisés étaient relativement limités. Ça se limitait à un questionnaire. Avec cette recrudescence, donc cette augmentation de cyberattaques auxquelles on fait face et qui est une explosion, c'est de moins en moins le cas. Donc on peut plus, les entreprises peuvent plus dire c'est uniquement la cyberassurance. Et l'assurance, j'imagine, impose aussi quelques règles, non, alors, de protection. De plus en plus, oui, Ouais. exactement. Donc l'assureur va imposer des contrôles, va de plus en plus poser des questions très précises sur la façon dont l'entreprise gère les sauvegardes. Parce que nous, ce qu'on observe, on a un centre de réponse sur incident, sur des crises, quasiment 7 ou 8 fois sur 10, la sauvegarde est compromise. Donc l'entreprise est dans l'incapacité de restaurer la donnée. Donc, du coup, l'assurance va poser des questions sur la sauvegarde, va poser des questions sur la sensibilisation des utilisateurs, va poser des questions sur la manière dont l'Active Directory, l'annuaire de l'entreprise, qui est la clé de voûte du système d'information, est protégée. Parce que la première chose que l'attaquant va essayer de faire en mettant un pied dans l'entreprise, ça va être de compromettre, de corrompre cet annuaire. Dès lors qu'il a corrompu l'annuaire, il a la main sur tout le système d'information. Ouais. Voilà, donc les assureurs deviennent... On arrive pratiquement à la fin là, déjà de notre débat. Je voulais aborder la question des rançongiciels. Que dit un assureur? Payer ou pas payer la rançon? L'assureur ne dit rien. Parce que l'assureur, et c'est ça, il faut bien avoir conscience, c'est pas l'assureur qui va prendre une décision à la place de l'assuré sur la manière de gérer le sinistre. Par contre, l'AMRAE, sur ce sujet-là, a un discours très clair. D'accord. Notre discours, c'est de dire, nous recommandons de ne pas payer les rançons, de manière très très claire. Par contre, le débat qui est, est-ce que les assureurs doivent indemniser ou pas les assurés? Par exemple, si j'ai payé la rançon, est-ce que l'assurance va me la rembourser? Va me la rembourser. Ce débat-là, à mon avis, c'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est de faire en sorte de maintenir à 100% les garanties pour les assurés sur les conséquences du ransomware. C'est-à-dire... Mais quand même, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Est-ce qu'on rembourse une rançon payée? Aujourd'hui, le marché, et en fait, c'est une pratique qui plutôt vient des assureurs anglo-saxons, rembourse cette garantie, enfin, ces coûts-là. Néanmoins, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui payent ces rançons de manière générale. Et par ailleurs, le vrai sujet, c'est de faire en sorte de maintenir. Il y a certains assureurs qui, dans cette mouvance, sont en train de réduire globalement l'ensemble des garanties suite à un ransomware. Et ça c'est vraiment un sujet d'inquiétude pour nous, parce qu'une entreprise qui n'aura pas de garantie sur la gestion de crise et les conséquences d'un ransomware, et qui en fait ne sera plus assurée, elle sera seule face à cette menace-là et n'aura pas forcément d'autre choix que de payer cette rançon elle-même, parce qu'elle n'a pas d'autre alternative. Et donc, faire en sorte de maintenir, et c'est le message qu'on fait passer aux assureurs, il faut maintenir les garanties ransomware, et pas forcément. Et le sujet, c'est pas l'indemnisation de la rançon. Le vrai sujet, c'est l'indemnisation des conséquences du ransomware,
de façon à ce que ces entreprises-là soient plus accompagnées et donc moins enclins à payer les rançons. Et si elles payent moins les rançons, ce phénomène va se tarir de lui-même. C'est un vrai pari moyen terme, mais c'est à notre avis le vrai seul pari qui a du sens. Merci beaucoup. On n'a pas le temps d'aller plus loin. On y reviendra. C'était la première fois qu'on abordait ce sujet dans Smart Tech, donc on en reparlera. Merci à Philippe Cotel, administrateur de l'AMRAE, et Olivier Pantaléo, dirigeant d'Almonde. Juste après la pause, on part dans le monde du livre, à la découverte d'un de ses grands personnages. Et vous êtes toujours sur Smart Tech. Nous sommes désormais en plateau en compagnie de Jean-Paul Smets, qui est le patron de Rapid Space et surtout notre chroniqueur du monde du libre dans Smart Tech. Tu nous fais à chaque fois découvrir cet univers. Merci pour ça. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Je voulais d'abord te faire réagir à une actu que j'ai vue passer cette semaine. 80% des librairies issues du monde du libre n'étaient pas maintenues. Qu'en penses-tu ? Ça veut juste dire que soit on doit être responsable et participer à leur financement, et comme ça elles sont maintenues, soit ça veut dire qu'il y a des effets de mode qui font que des librairies qu'on utilisait, on ne les utilise plus pour diverses raisons. Et en fait, derrière ça, il y a d'abord l'idée du financement. Il y a des gens qui pensent que le libre pousse tout seul, qu'il y a besoin de rémunérer personne et donc qu'ils n'ont rien à faire eux-mêmes. Ça, c'est un mauvais calcul. Pour s'assurer que le libre continue à exister, on n'a pas trop de choix. Soit on embauche des développeurs qui contribuent au logiciel, soit on rémunère des éditeurs, que ce soit des sociétés privées ou des fondations, pour qu'elles contribuent et maintiennent le logiciel. Et si ça ne se fait pas tout seul, quoi. Si on pense que ça pousse tout seul, à la fin, on a des mauvaises surprises. Et il y a un deuxième côté qui est le phénomène de mode, où en fait, en informatique, souvent la même chose change de nom, mais en fait c'est la même chose. Et on peut prendre par exemple le cas des messageries instantanées. Il y a un vieux protocole qui s'appelle Jabber XMPP qui permet de faire des messageries instantanées. Google l'avait utilisé. Puis il y en a un autre qui est devenu un peu à la mode, Matrix de la société britannique Element. Donc quand l'État français a fait sa messagerie instantanée, qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris le logiciel à la mode britannique d'Element plutôt que celui qui était fait par une société française comme ProcessOne. Et s'il recommençait aujourd'hui, peut-être qu'il prendrait Signal ou Srima. Donc on a une espèce de mode en informatique, ça change tout le temps. Le code suivant refait la même chose que le précédent et à la fin, il y a des logiciels qui ne sont pas maintenus. Oui, alors c'est vrai que ce changement permanent dans l'informatique, il peut créer parfois l'impression d'ailleurs qu'on est complètement dépassé par cette vitesse de changement technologique. Et donc ce que tu nous dis, c'est que c'est la même chose dans le monde du libre ? C'est pareil. Donc le libre est sujet à des modes très très puissantes, avec des changements de mots, notamment dans le marketing. Aujourd'hui, on parle de DevSecOps. Il y a quelques années, c'était le DevOps. Et il y a 30 ans, ça s'appelait la gestion de configuration ou Configuration Management. Le libre n'est pas à l'abri du marketing. Donc. Oui, comme toute l'informatique. Et donc, par exemple, le Configuration Management, l'idée qu'il y a derrière, c'est automatiser le travail des administrateurs système pour ne plus avoir d'administrateurs système à la fin et le remplacer par des logiciels qui automatisent tout. C'est une idée, en fait, qui est ancienne, mais qui a changé de nom une dizaine de fois. Et c'est le cloud. Et c'est le cloud. Et à quand remonte cette idée d'automatiser ce métier des administrateurs ? Alors, pour moi, elle remonte à un logiciel qui s'appelle CF Engine, qui date de 1993. Et c'est un logiciel qui a d'abord été un logiciel de la Free Software Foundation, un logiciel GNU, avant de devenir le logiciel d'un éditeur du même nom, CF Engine. Il est utilisé aujourd'hui toujours par LinkedIn pour gérer son infrastructure. Il a été utilisé par Facebook. Il a géré jusqu'à 1 million de serveurs dans le monde. Et aujourd'hui, il reste 30 ans après, il existe toujours. Il est plus avancé probablement que les autres. Ses principes n'ont pas changé. L'idée de base, c'est qu'on va définir des règles de bonne gestion ou de bonne exploitation d'une grande infrastructure de cloud. On pourrait dire des règles de compliance. Et après, on laisse le logiciel vérifier qu'elles sont appliquées et corriger l'infrastructure si jamais les règles ne sont pas appliquées. Donc, le job de l'administrateur système. Par un logiciel. Et j'imagine que c'est l'auteur de CF Engine qui t'a inspiré et dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Oui, alors il s'appelle Mark Burgess. C'est un Britannique. À la base, c'est un physicien. Quand il était jeune, c'était le genre d'élève, quand une matière ne lui plaisait pas, il avait 0. Quand ça lui plaisait, il avait 20 sur 20. Et à la fin, il était premier de la classe avec plusieurs zéros.
Et c'est quelqu'un d'assez iconoclaste qui a commencé dans la physique. Il était admis à Oxford, mais il a préféré aller à Newcastle, travailler avec le professeur Keith Runcorn, lui-même élève de Patrick Blackett, qui est un prix Nobel et à qui on doit des travaux sur les rayons cosmiques. Après avoir fini son doctorat, il était faire du ski en Norvège. Il a trouvé que c'était un pays fort agréable et il a écrit au professeur Finn Randall pour lui demander s'il peut venir. Par chance, il y avait un groupe de physique qui se créait, donc il a pris sa voiture le 5 janvier 91. Il a traversé les montagnes norvégiennes avec des pneus d'été, ce qui a fait un voyage absolument mémorable. Et puis il a continué, et toujours dans sa série des prix Nobel, et il s'est lié d'amitié avec le Nobel Julian Schwinger. Et un jour, il s'est intéressé au système Unix et il s'est demandé mais comment pourrait-on l'automatiser. Donc il a créé CF Engine en 1993. Une année après, il le présentait à Paris à la conférence HEPIX. Et la physique étant moins rémunératrice, il est devenu après professeur d'informatique au collège universitaire d'Oslo. Et il s'est dit, je vais faire en fait de l'informatique en considérant que quand on met beaucoup d'ordinateurs ensemble, ce n'est pas un système déterministe, c'est-à-dire que souvent en informatique, on pense qu'on donne des ordres à l'ordinateur, il les fait et il n'y a pas d'aléatoire. Non, il a dit quand on met beaucoup d'ordinateurs ensemble, c'est plus comme un gaz ou un système physique, quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait prévoir. Presque un organisme vivant. Et oui, c'est ça son article suivant. Justement, c'était l'immunologie appliquée à l'informatique, ou comment les grands systèmes informatiques se réparent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on en parle dans l'émission et ça s'appelle le biomimétisme. Ça date de 98, toujours Marc Burgess. Et donc, l'autre idée, quand on considère que l'ordinateur est comme un être vivant, c'est qu'on va éviter de faire du micromanagement. Au lieu de lui dire fais ci, fais ça, et puis dans tous les détails, on va plutôt lui dire j'aimerais que tu sois dans tel état et débrouille-toi pour y être. Et c'est ce qu'il appelle la théorie des promesses. Donc, par exemple, j'aimerais que tu aies 10 bases de données en train de tourner pour 3 utilisateurs, puis l'ordinateur se change lui-même, se configure, et à la fin, à ces 10 bases de données pour 3 ordinateurs. Donc on voit qu'en fait, c'est la physique et la biologie qui l'a inspiré. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, tout ce qu'il a inventé reste peu connu, peu enseigné. On continue de voir des développeurs faire du micromanagement, c'est-à-dire d'écrire des petites étapes pour configurer des clouds. Mais tous les grands systèmes des GAFAM fonctionnent depuis 15 ans sur les idées de Marc Burgess qui ont été créées il y a 30 ans. C'est pour ça que, pour moi, en fait, Marc Burgess est en quelque sorte le concepteur du cloud. Comme il l'a conçu sous forme de science, cette science, elle est partagée, elle est libre, et donc on peut tous aller étudier ce qu'il a fait et créer nos propres clouds libres. Merci beaucoup Jean-Paul Spes de nous avoir fait découvrir Marc Burgess. Merci encore. Je rappelle que tu es PDG de Rapid Space. À suivre dans Smart Tech, on continue avec l'aventure de l'innovation. Cette fois, on va découvrir un robot sauveteur nageur. Bonjour Cécilia. Alors ça y est, nous sommes en juillet, et donc vous nous avez trouvé le robot qui pourrait devenir vital pour nous l'été. Oui, parce que ça y est, vous l'avez dit, on est en juillet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nettoie les piscines, qu'on commence à retourner à la plage, bref, on va... Enfin, certains en tout cas. Ceux qui peuvent, en tout cas, vont profiter de la vie, si j'ose dire, profiter de ce mois de juillet, quand il sera un petit peu moins pluvieux peut-être. Mais qui dit baignade aujourd'hui, dit forcément risque de noyade. Et en France, en moyenne, près de 1000 Français meurent de noyade chaque année. Alors, je vous présente effectivement un robot anti-noyade. Aujourd'hui, c'est un robot capable de vous sauver la vie si vous coulez. C'est une technologie mise au point juste à côté chez nos voisins allemands par l'Institut Fraunhofer. Alors, c'est une sorte de David Hasselhoff ou Pamela Anderson, version robotique. On aimerait bien, mais ça n'a à peu près rien à voir finalement en termes de tout. D'ailleurs, physiquement, c'est pas aussi sexy. C'est plutôt un grand brancard autonome qui fait à peu près 90 cm de long et 50 cm de large. En réalité, la plupart du temps, de toute façon, il va stationner tranquillement au fond de l'eau directement. Alors, ça peut être au fond d'une piscine, au fond d'une plage ou alors au fond d'un étang. Et son secret, ce sont les caméras qui l'entourent. Si on prend l'exemple de la piscine, par exemple, on va installer des caméras tout autour de la structure. Ces caméras, elles seront reliées à un logiciel. Et ce logiciel, avec des algorithmes, est entraîné à reconnaître les mouvements caractéristiques d'une personne qui est en détresse dans l'eau. Des mouvements qui sont d'ailleurs, en fait, plus faciles à repérer de l'extérieur que de l'intérieur par le robot. Donc, quand le logiciel a
repérer ces mouvements caractéristiques, il comprend que quelqu'un va se noyer, il envoie les coordonnées au robot qui est sous l'eau, et là, le robot va être activé. Lui aussi, il a une caméra, il a surtout un capteur acoustique pour se repérer dans l'espace, sous l'eau, et rejoindre sa cible plus facilement. Et donc, pour nager, il va se mettre en mouvement avec de l'air comprimé. On n'a pas encore tous les détails de ce côté-là, mais a priori, ça fonctionnera comme ça, et il va rejoindre doucement, enfin pas si doucement que ça, vous allez voir, assez rapidement, la victime. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à son équipement, il est capable de reconnaître la posture de la victime pour pouvoir la prendre au niveau du torse et la remonter, même inconsciente, jusque sur le rivage ou à bord de la piscine. Est-ce que cette technologie a déjà été mise à l'épreuve du réel? Bah oui, elle a été testée dans le lac de Hol, en Allemagne. Je le redis, ça marche aussi hors des piscines, c'est important de le préciser. Et là, il suffit de changer la structure des caméras. Par exemple, si on veut mettre ce dispositif pendant une compétition de surf, ça pourrait être utile. Il suffira peut-être d'adapter avec des drones. C'est l'idée des scientifiques aujourd'hui, c'est de mettre des drones. En tout cas, quoi qu'il arrive, on peut, avec des caméras, adapter à n'importe quelle situation le dispositif. Alors là, pour ce test-là, c'est pas encore testé sur un homme, ça a été testé sur un mannequin de 80 kilos quand même, qui a réussi sans problème, ce robot, à ramener le mannequin sur la terre ferme alors qu'il était à 40 mètres de profondeur. C'est quand même pas rien. Mais le plus impressionnant dans ces résultats, c'est qu'il a réussi à le ramener en 2 minutes seulement. Or, on le sait, en cas de noyade, au bout de 5 minutes, la victime commence déjà à subir des lésions cérébrales qui pourront courir sur le long terme. Donc c'est très important, ces 2 minutes de rapidité. Alors, le dispositif, il reste quand même assez impressionnant. Au fond d'une piscine, c'est pas un peu dangereux pour les nageurs? Ça me paraît aussi risqué, donc je pense que ça, c'est le deuxième point. Les scientifiques disent qu'ils veulent travailler sur la taille parce qu'effectivement, c'est grand, c'est rigide aussi. Donc, si on est sur une piscine surpeuplée, comme c'est souvent le cas en règle générale, ça risque de créer des chocs avec les nageurs d'à côté qui, eux, vont très bien et qui n'ont rien demandé. Donc, voilà. À travailler, mais prometteur pour assister les maîtres nageurs et les maîtres nageuses. Prometteur pour demain, comme le nom de notre rubrique. Merci Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises qui viennent pitcher dans Smartech sur le numérique. Et nous, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech, pour une grande interview, un débrief de l'actu et le rendez-vous dans l'espace.